donc je vais m'intéresser effectivement au concept de communauté discursive qui est développé dans notre laboratoire depuis une vingtaine d'années pour essayer de voir comment cet outil peut nous permettre de comprendre et peut-être de dépasser les obstacles. Et nous avons essayé de proposer avec Maryse Rebière, ma collègue, une forme de modélisation. Voilà, alors les obstacles, de notre point de vue, sont complètement inhérents à l'activité d'enseignement et apprentissage. On le sait, ils sont de nature diverse, qu'ils soient épistémiques, qu'ils soient de nature sociale, sociologique, qu'ils soient de nature didactique, par exemple, externe à la classe ou créés dans la relation didactique. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, les obstacles ne sont pas un défaut, une tare personnelle. On envisage les obstacles de manière systémique et pas du tout comme étant d'un fait personnel, malgré ce que certaines tendances à vouloir médicaliser, par exemple, amènent à pouvoir penser. Alors pour nous, ils sont liés à l'apprentissage, donc ils sont liés à l'entrée dans des activités culturelles et à l'école des activités disciplinaires qui sont nouvelles, qui relèvent de l'étrangement, comme le dirait Sanselli, qui obligent à un dépassement, alors que l'on parle de rupture comme dans la perspective bachelardienne, de changement de contexte dans la perspective de Brossard, Brunner, dans Lahire, dans la perspective de secondarisation telle que nous l'utilisons pour parler du changement de genre de discours. De toute façon, les obstacles sont liés à des prises de risques et leur dépassement suppose des prises de risques. Alors, comment repenser éventuellement ces obstacles? Comment les identifier? Comment les mettre en travail? Eh bien, nous essayons de le faire avec la notion de communauté discursive qui nous semble être une voie possible. Alors, nos travaux théoriques, nos travaux s'inscrivent dans un cadre théorique qui cherche à articuler les théories historiques et culturelles, dont les principaux représentants sont Vygotsky, Leontief, Brunner et d'autres, Brossard, et les théories énonciatives et pragmatiques du langage. Nous essayons d'articuler les principaux concepts que je vous ai listés de la théorie historique et culturelle et des théories énonciatives et pragmatiques du langage. Alors, si certaines associations peuvent paraître de l'ordre de l'évidence avec tous les guillemets, comme par exemple contexte et activité, communauté discursive, ou aller de l'inter à l'intra dans l'appropriation des savoirs, en lien avec le dialogisme du langage et la notion d'hétéroglossie, de polyphonie, quelque chose qui nous est quand même propre, je dirais, c'est le fait de mettre en lien concept spontané, concept scientifique, avec genre de discours premier et genre de discours second, dans le sens où les énoncés de savoir ne peuvent pas être dits indépendamment de genre de discours second. Un énoncé de savoir, il s'inscrit dans un genre de discours second. Donc, c'est ce cadre-là et cette tentative d'articulation de ces différents concepts qui nous a amené à parler de communauté discursive disciplinaire scolaire. Alors, la notion de communauté discursive, elle existe dans les sciences du langage, elle a été définie par Minguenot, qui nous rappelle que tout groupe humain organisé autour d'une activité sociale spécifique dont les finalités sont partagées constitue aussi une communauté discursive qui se spécifie par ses propres discours, qui s'articule à des pratiques matérielles, des pratiques, des valeurs, un corps de savoir qui oriente, façonne les discours produits par cette sphère. Voilà. En transposant ce concept au niveau de l'école, on considère qu'une classe, en chaque discipline, spécifie ses pratiques matérielles, les valeurs, les corps de savoir sur lesquels on peut s'appuyer, et du coup spécifie aussi les pratiques langagières qui légitiment les savoirs au travers des pratiques matérielles. Voilà. Donc, à partir de là, nous pensons que les obstacles vont pouvoir résider à différents niveaux. On va pouvoir avoir des obstacles liés à la conception du langage dans la théorie énonciative et pragmatique. Le langage, c'est une activité sémiotique, dialogique, contextuelle. Donc, il n'y a pas de langage transparent, il n'y a pas de langage transversal. On apprend dès
forme de langage spécifique en fonction des activités que nous menons. À ne pas confondre langage et langue. Voilà. Et du coup, l'obstacle, il va être en lien avec la conception de l'activité disciplinaire scolaire. Il va falloir, pour les élèves, s'approprier des modes d'agir, parler, penser spécifiques et construire de nouveaux cadres d'intelligibilité liés aux pratiques sociales de référence définies par Martinand et aux outils culturels en dépôt dans la culture des sphères d'activité. Autre lieu d'obstacle, là en lien avec les théories de l'apprentissage, de la théorie historique et culturelle, selon les conceptions des savoirs et de l'apprentissage, on va pouvoir générer des obstacles ou on va pouvoir essayer d'aider les élèves à dépasser certaines représentations qui peuvent faire obstacle à l'apprentissage. Pensez par exemple que les savoirs existent en eux-mêmes dans le monde et ne sont pas des constructions humaines en dépôt dans la culture. Ne pas imaginer qu'apprendre, c'est transformer des représentations initiales, des concepts quotidiens, ces discours, des pratiques, nier la nécessité de la médiation, dont vient de parler par exemple Stéphanie Frankel, pardon. Et donc, du coup, les obstacles vont encore venir où on va avoir des représentations qui peuvent faire obstacle dans la représentation de l'activité disciplinaire scolaire. Pour nous, il s'agit de s'inscrire dans un nouveau contexte, des univers culturels disciplinaires, s'approprier les finalités des disciplines, les questions des disciplines, leurs centres d'intérêt et leurs pratiques matérielles, leurs valeurs, leur mode d'agir, parler, penser. Donc du coup, quand les élèves ont des difficultés, quelle que soit leur nature, ça ne relève pas bien de la défectologie, mais au contraire d'une acculturation aux différentes disciplines qui sont des sphères d'activité pour l'école. Alors, en repartant d'un modèle élaboré avec Dominique Bucheton dans le cadre d'une recherche collaborative inter-IUFM à l'époque, nous avons complexifier le modèle en représentant la communauté de départ, la communauté initiale dans laquelle s'inscrivent les élèves et la communauté didactique, enfin la communauté disciplinaire scolaire visée par l'enseignant. Au départ, les élèves sont plutôt dans un monde quotidien, s'appuient sur des valeurs ordinaires, ont des représentations du savoir qui sont plutôt des concepts spontanés. Même s'ils ont été retravaillés par l'école, ils ne sont pas équivalents des concepts visés par l'enseignant à un moment donné, qui mobilisent plutôt des genres de discours premiers, qui sont dans un rapport plutôt référentiel des usages du langage, qui sont dans ce qu'on va appeler des positions énonciatives spontanées. Et on voit ce qui est visé, c'est le monde scientifique scolaire, les valeurs et les disciplines, les valeurs de la discipline, les savoirs de l'école et de la discipline, l'usage d'un langage avec des genres de discours seconds et un positionnement énonciatif lié aux disciplines, la mobilisation de pratiques de légitimation qui sont liées aux disciplines et à leur cadre d'intelligibilité. Alors la question qui se pose est comment on passe d'un niveau à un autre, comment se fait l'apprentissage et comment permettre le dépassement de ce qui est susceptible de faire obstacle dans le déjà là des élèves. Alors on va faire pour essayer de… Qu'est-ce qui se passe dans l'intermédiaire, dans l'espace intermédiaire entre les discours terminaux et les discours initiaux? Alors, ce qui va être important, un des premiers points, c'est certainement les ingénieries mobilisés par les enseignants et les genres professionnels qu'ils mobilisent. Si ce n'est que s'ils présentent des intérêts, on en connaît aussi les limites. Une même ingénierie didactique, un même genre professionnel va être décliné différemment par l'enseignant et donc va produire des effets différents chez les élèves. Donc, on va s'intéresser à des niveaux plus micro, à un autre niveau de grain d'analyse, en allant essayer de regarder les gestes professionnels langagiers didactiques qui sont à l'articulation de l'activité de l'élève et de l'activité disciplinaire et du savoir visé, qui vont chercher à réorienter l'activité de l'élève et le contexte, l'interprétation qu'il se fait de la situation. Et puis, ces gestes s'organisent en scénario, notion empruntée à Brunner. Et donc, on va essayer de repérer dans les interactions didactiques ce qui va être de l'ordre de la récurrence, c'est-à-dire qu'au cours de l'activité conjointe, guidée par l'expert,
on va repérer des retours, des formes de récurrence des gestes professionnels, sachant que dans la définition de Brunner, dans un scénario, les rôles sont interchangeables. Le but, c'est que l'apprenant s'approprie le rôle social de l'expert et les outils qu'il présente, qu'il utilise, qu'il essaye de mettre à disposition. Voilà, donc c'est avec ces outils-là qu'on va essayer de regarder ce qui se passe dans les niveaux intermédiaires. Donc, vous retrouvez les gestes d'étayage de Brunner qui permettent, alors les gestes d'étayage, les gestes professionnels permettent de mettre en œuvre dans notre cadre théorique les genres professionnels. Et vous avez dans les gestes d'étayage les 6 fonctions de l'étayage de Brunner que je vous ai relistés. Et ces gestes d'étayage, au niveau des gestes professionnels langagiers didactiques, vont se décliner avec des opérations cognitivo-langagières, alors qui ont été déterminées par François, avec par exemple les reprises-modifications, les ancrages dans un monde et les changements de monde, par un certain nombre de linguistes, comme par exemple ce qui va être de la polyphonie, de l'hétéroglossie avec Ducrot, Bakhtin, les dénivellations, etc. Vous avez un certain nombre d'opérations langagières qui sont identifiables quand on analyse les interactions didactiques. Et c'est ce que nous allons essayer de suivre. Ça va être nos outils pour essayer d'identifier dans le discours des élèves et les interactions didactiques, les obstacles et la manière des enseignants d'essayer de faire dépasser ces obstacles. Donc, quand on va analyser les discours, les interactions, on va se centrer sur 3 questions fondamentales pour l'élaboration d'une communauté discursive disciplinaire scolaire. Comment se construit le savoir au fil des interactions? Comment les élèves se servent du langage, qu'est-ce qu'ils font avec le langage et comment ils interprètent l'activité disciplinaire, comment peut-on voir la mise en scène de l'activité disciplinaire. Et nos outils d'analyse, je vous les ai mis de différentes couleurs. Pour observer la construction des objets, on observe les gestes professionnels, langagiers et didactiques tels que la désignation, la schématisation, la thématisation, la focalisation, etc., etc. Pour regarder le positionnement du sujet, on observe les créations de monde, les prises en charge énonciatives, les orientations argumentatives. Et pour regarder la mise en scène de la discipline, on regarde le genre de discours, les modes de légitimation, l'articulation des savoirs entre eux, etc., etc. Voilà, donc je vous propose tout de suite qu'on regarde 2 exemples, si je peux, sinon on en regardera un seul. 2 exemples que nous avons repris de corpus que nous avons déjà analysés avec d'autres finalités. Un corpus en cours moyen 2, donc des élèves de 10 ans, c'est la dernière classe de l'école primaire en France, sur le concept de surface d'échange et d'échange placentaire dans le cadre d'une séquence sur le développement du fœtus. Le discours attendu, c'est du discours explicatif en sciences et l'activité, elle vise à modéliser en prenant en compte les données du réel, les nécessités des systèmes sanguins maternels et fœtals indépendants et pourtant la nécessité que c'est le sang de la mère qui apporte tout ce dont il a besoin au fœtus et l'articulation avec des savoirs antérieurs sur le sang, la circulation du sang et le rôle du sang dans la nutrition. Dans ce cadre-là, la maîtresse met en œuvre la problématisation et la controverse, qui sont des éléments spécifiques des pratiques sociales de référence des scientifiques qui construisent les savoirs en sciences, en SVT, en médecine, etc. Du côté du français, on va s'intéresser à la production d'un récit fantastique dans une classe de cours élémentaire 2e année avec des élèves de 8 ans. Et ils ont à produire un récit d'un point de vue interne, avec une focalisation interne. C'est un des personnages de l'histoire qui raconte, et un récit fantastique. Donc, en termes de langage, les enfants ont à produire un discours narratif en jeu qui s'appuie sur du fantastique. Et en termes d'activité, il faut construire un récit, le point de vue d'un personnage, et faire surgir l'étrange et le doute dans ce récit. Alors, les pratiques qu'elle a mis en œuvre en amont, ce sont des pratiques d'acculturation avec de multiples lectures, des comptages, une activité de problématisation parce qu'ils vont avoir à faire, enfin, il y a une contrainte, il y a des danseurs sur une scène et leur ombre se détache d'eux. Elle va utiliser les cercles de lecture quand les enfants ont produit leur texte,
on les lit en petits groupes, on en analyse l'effet sur les collègues et les collègues proposent des modalités d'amélioration, de réécriture et le maître porte, lui, dans le cadre des cercles de lecture, l'interview du narrateur. Alors, on va regarder le déjà là en SVT. Je vous laisse prendre connaissance des textes. En rouge, ce qui relève de verbalisation quotidienne et de concepts quotidiens. En bleu, ce qui montre un début d'inscription dans le monde scientifique. Alors, si on regarde ces textes rapidement, tout en lisant, vous essayez d'écouter, on voit que les objets de savoir convoqués sont plutôt des objets du quotidien. On observe un émiettement, il n'y a pas de schématisation, aucune des échanges placentaires et même l'idée de surface d'échange. Ce qui va se construire dans l'ensemble des textes produits par les élèves, ce sont deux représentations, une représentation en autarcie, le bébé est dans une poche et il reçoit tout ce qu'il a besoin pendant 9 mois. Ou une vision tuyauterie, il y a des tuyaux qui passent dans le cordon ombilical et qui relient le cœur de la mère au cœur du fœtus, l'estomac de la mère à l'estomac du fœtus. Donc, ce que mange la mère ou le sang de la mère passe dans le corps du bébé ou dans l'estomac du bébé. Ensuite, si on regarde le positionnement des locuteurs, je vous l'ai dit, on est dans un monde quotidien, prioritairement. On observe une absence de focalisation et on a un discours hétéroglossique avec le mélange des genres, le mélange des manières de parler usuelles et plus scientifiques. Maintenant, si on regarde la mise en scène de l'activité disciplinaire, qu'est-ce que c'est que faire des sciences? Pour Delphine, c'est accumuler des informations sans hiérarchie aucune, quelle que soit leur origine. Pour Romain, c'est parler comme dans le monde quotidien et en plus, représentation de l'apprentissage. Il n'y a pas d'activité personnelle, on nous l'explique, on nous le donne. Et seul Thibaut commence à s'inscrire véritablement dans l'activité scientifique avec la problématisation. Ce que je sais, il ne respire pas, mais ma question, c'est comment il respire. Et il le complétera à l'oral en disant il faut bien qu'il respire, sinon il mourrait, il a besoin de respirer. Voilà, donc on le voit des discours initiaux qui montrent des obstacles à tous les niveaux en termes de concept, en termes d'usage du langage et en termes de mise en scène de la discipline. Ça, c'est ce que je viens de vous commenter. Maintenant, si on regarde en littérature, je vous invite à vous focaliser sur Matthieu, dont on suivra l'itinéraire. Alors là encore, si on regarde, la schématisation du point de vue, qui est l'un des objets de savoir, est réduite à l'utilisation du pronom « je ». On n'a aucune épaisseur du personnage qui parle. On a des trous dans la narration. Il manque des éléments pour comprendre exactement ce qui se passe. En termes de positionnement du locuteur, on est là aussi dans un monde entre la narration ordinaire et une narration plus littéraire. Vous regardez, vous avez des copier-coller de dialogues qui relèvent du quotidien. Oui, j'arrive et je suis arrivée. En termes de positionnement énonciatif, on a une implication des locuteurs, alors que théoriquement, on devrait avoir juste une implication du narrateur. En termes de focalisation, on a le degré 0 du point de vue, avec un jeu dépourvu d'épaisseur. On peut avoir chez Léa un glissement du point de vue interne au point de vue omniscient, enfin, du point de vue limité à l'interne au point de vue omniscient. Elle est capable de dire pourquoi les ombres se détachent, alors que du point de vue interne, c'est pas possible. Et on observe dans certains textes des glissements de jeu à île que je ne vous ai pas mis en exemple. Et la manière dont est interprétée la discipline, eh bien, on n'a pas de mode de parler, penser, agir véritablement littéraire. On a un fonctionnement du récit réduit au schéma narratif. Le fantastique est plaqué et on n'a pas de jeu de langage ou juste embryonnaire dans certains textes. Alors maintenant, si on regarde le scénario de travail en sciences pour essayer de faire dépasser l'obstacle de la tuyauterie ou de l'autarcie et surtout amener les élèves à prendre comme contrainte les données du réel. On a des systèmes sanguins indépendants, système sanguin de la mère et système sanguin du fœtus, et les sangs ne se mélangent pas, ce n'est pas le sang de la mère qui irrigue le corps du fœtus. Donc vous voyez,
La maîtresse, en 174, réduit le degré de liberté, c'est un geste d'étayage brunérien, et elle rappelle les caractéristiques du réel. Ils ne doivent pas se rencontrer, ils ne se rencontraient pas, ils ne se mélangeaient pas, on l'avait déjà dit, ils l'ont vu à travers des expériences livresques, des comptes rendus d'expérience. Et vous voyez qu'en termes de gestes professionnels, elle reformule, elle fait reformuler, il y a des reprises-modifications et une modalisation déontique. Ils ne doivent pas, ils ne devaient pas se toucher. Du coup, en 174, toujours encore, elle réoriente le point de vue des élèves, l'activité des élèves. Alors, c'est du sang qui fait quoi? C'est-à-dire qu'entre le problème de se mélanger ou pas se mélanger, elle positionne, elle thématise autrement en demandant aux élèves de se focaliser sur le sang et ce qu'il fait. En 186, vous avez un élève qui va reprendre ce rôle-là. Il réduit lui-même le degré de liberté en disant « mais il ne prend pas le sang du bébé ». Donc, il rappelle la contrainte du réel et il rappelle des caractéristiques et il va vers une forme de modélisation. C'est ce que le sang du bébé, il a le plus besoin qu'il prend. Et vous voyez que là encore, on a des jeux de reprise, modification, réduction, focalisation. Et la maîtresse et les élèves dans l'échéance 190 rappellent en même temps, dans une activité conjointe, les caractéristiques. Donc, vous voyez un scénario entre réduction des degrés de liberté, rappel des caractéristiques, nouvelle orientation, qui progressivement est intériorisée par les élèves. Ce qui va nous amener, par exemple, alors qu'un enfant bloque encore sur « mais ça fait quoi, maîtresse, ça fait quoi s'ils se rencontrent ?» La maîtresse dit, mais ça fait quelque chose qui n'existe pas. Hein. Le réel nous dit que ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce qui arriverait? Je ne peux pas te répondre, ça n'existe pas. Voilà. Et du coup, les enfants vont être sur les échanges. Elles rethématisent les échanges. Où se font les échanges? Qu'est-ce qui s'échange? Et ils vont commencer à convoquer leur savoir sur les échanges avec, mais s'il le prend, comment il fait pour le prendre? Un geste professionnel très fort du maître qui reformule en disant alors il prend quelque chose avec une dénivellation de ce qu'il a besoin qui va entraîner ce discours oral, enfin cette pensée à haute voix d'un élève, Thibaut. Et vous voyez dans cette explication de Thibaut comment il tient lui-même la contrainte, mais ça ne touche pas, mais ça ne peut pas rentrer, mais il y a la peau, enfin ça ne peut pas passer. Donc il maintient la contrainte du réel et en même temps les nécessités, il y a juste quelque chose qui passe, ce dont il a besoin, ce qu'il n'a pas besoin, c'est récupéré et il commence à modéliser les échanges placentaires et la nécessité d'une surface d'échange, hein, avec l'analogie qui ouvre de nouvelles perspectives pour pouvoir parler des échanges. Alors, je passe très vite sur la suite. Quelques écrits, mais où on voit le travail du langage qui continue, mais les deux sangs ne se touchent pas. Les enfants qui continuent à tenir cette contrainte qui réduit les possibles et qui a été rappelée par l'enseignante, qui commence à être intériorisée, qui donne lieu à des images. Il y a de microscopes trous où ne peuvent passer que les contenances du sang. Et surtout, je vous le mets pour Romain. Romain qui était dans le langage du quotidien, le langage du café du commerce, dont vous voyez la transformation dans le texte 4, qui est un des textes terminaux. Il lui aura fallu plus de temps que d'autres élèves, mais qui arrive à intégrer des pratiques scientifiques et des usages langagiers qui construit le savoir. Alors, il me reste 5 minutes, 3 minutes? Rien? Bon, alors, juste... Ben non, tant pis. J'arrive à la fin. En guise de conclusion, on ne verra pas la littérature, tant pis. Les modes d'agir, parler, penser quotidiens des élèves sont inefficaces pour répondre aux objectifs disciplinaires, constituent des obstacles à l'apprentissage et si le maître ne les identifie pas et ne les prend pas en charge, ne les met pas en travail, il ne pourra pas y avoir d'apprentissage. Alors, ils ne sont pas liés à un défaut de l'enfant, mais à l'étrangeté des manières d'agir, parler, penser des disciplines qui construisent de nouveaux cadres de compréhension du monde, des nouveaux cadres d'intelligibilité.
Penser la classe en termes de communauté discursive disciplinaire scolaire, c'est un outil pour essayer d'identifier et d'interpréter ces obstacles et surtout essayer de les faire dépasser. Alors, cette mise au travail des obstacles ne peut se faire que dans le cadre des didactiques disciplinaires, hein, avec les genres professionnels mobilisés par ces didactiques, les genres de discours mobilisés, les gestes professionnels qui permettent de mettre en œuvre les genres et puis les scénarios qui tiennent les contraintes et les nécessités de chacune des disciplines. Merci pour votre attention.